Les jeunes d'abord, c'est le slogan du jour. À l'instar des autres pays du monde, le Burkina Faso célèbre sa jeunesse en ce 12 août. Une jeunesse qui rêve d'épanouissement et qui scrute les opportunités. Séance d'explication et d'échange hier autour du thème autonomisation des jeunes et capture du dividende démographique. C'était au cours d'une conférence publique. Reportage à suivre. Opération retrait des enfants de la rue. La phase opérationnelle est en cours. Mais le défi est immense et pour prendre la mesure, nous vous amenons dans ce journal à Bobo Dioulasso, des enfants abandonnés par leurs parents, des maîtres coraniques débordés et sans ressources. C'est un phénomène complexe que nous allons découvrir. Et pour faire le point, le ministre de la Solidarité nationale est notre invité. 1100 jeunes soldats sous les couleurs nationales, ils viennent de boucler avec succès 6 mois de formation militaire initiale, un contingent gonflé à bloc pour la suite. Une formation, comme on va le voir dans quelques instants, adaptée au contexte de la lutte contre le terrorisme. Et puis ce dimanche, c'est jour de vote au Mali, 8 millions d'électeurs aux urnes pour départager les deux candidats au second tour de la présidentielle. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est face à Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote ont refermé leurs portes. Place au dépouillement, une journée électorale marquée par une faible mobilisation et plusieurs incidents. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les jeunes d'abord, je vous le disais en titre, c'est le slogan du jour. À l'instar des autres pays du monde, le Burkina célèbre la jeunesse en ce 12 août. Un thème central, autonomisation des jeunes et capture des dividendes démographiques. Séance d'explication hier et avec les jeunes. Et c'est un reportage de Vincent Kendrebeo. Les acteurs du ministère en charge de la jeunesse face à des jeunes de Ouagadougou. Dans cette conférence publique, il est question de savoir tirer profit de la croissance démographique. Capturer le dividende démographique, c'est de faire en sorte que notre population, qui est à majorité jeune, notre population qui croît assez rapidement, ne soit pas un frein pour le développement, mais plutôt un atout. Mais pour que ce soit un atout, il faut faire en sorte que ces populations-là puissent effectivement participer au processus de production des richesses nationales. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle d'évoquer des actions menées au profit de la jeunesse. Parmi ces actions, vous avez les actions de formation, mais en plus de l'acquisition des qualifications professionnelles, nous les accompagnons à travers notre dispositif de financement pour leur permettre effectivement de pouvoir, pour ceux qui veulent créer leur entreprise et participer ainsi au processus de production de biens et de services. La Journée internationale de la jeunesse a été instituée par la communauté internationale à l'occasion de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 1999. Elle a lieu le 12 août de chaque année. La RTB au cœur de cette commémoration. Rendez-vous à 21h15 en direct, une émission interactive sur la question de l'emploi des jeunes animée par Marguerite Douagneau. Soyez au rendez-vous. Dans ce journal, on prend des nouvelles de la campagne agricole dans les hauts-bassins. Après quelques inquiétudes au début, l'optimisme est désormais de mise. Les pluies se font plus régulières et les champs présentent dans l'ensemble une bonne physionomie, même si quelques attaques de chenilles sont signalées ça et là. Kadou Romenki. C'est le village de Sidi dans le Kénédougou qui accueille le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Ici, l'exploitation de Yacouba Traoré reçoit les visiteurs du jour. Sur ce site, 12 hectares de coton, 15 hectares de maïs, tous au stade de floraison, et 2 hectares de riz sont exploités. Le maïs aussi, ça c'est comme ça. Donc c'est une variété qui le rendement est très bon et aussi ça supporte aussi la sécheresse. Voilà pourquoi j'ai fait le Nereka là c'est la semence. Donc je dois revendre au Nafaso qu'on puisse donner à les producteurs. S'il y a eu en tout cas de bonnes pluies, je me dis que en tout cas de la manière que j'ai fait mon effort, j'attends en tout cas un bénéfice, si tout va bien. Autre lieu, autre constat. Nous sommes à Farakoba dans le Oué. Là sont cultivés 6 hectares de maïs ouari, 2 hectares de niébé tiligré et un champ école de sésame.
Une tournée qui permet au ministre de prendre le pouls de la campagne agricole. Nous étions très inquiets. Aujourd'hui, quand on veut faire le point, nous constatons que partout où nous sommes déjà passés, les champs répondent très bien, et la campagne est très verdoyante, les producteurs sont satisfaits et nous voyons que s'il n'y a pas de problème de sécheresse comme l'année passée, s'il n'y a pas de problème d'arrêt brusque de la pluie, nous espérons pouvoir quand même avoir de très bonnes récoltes. 1 049 000 hectares de superficie sont emblavés dans les hauts bassins. Et malgré l'installation tardive de la pluviométrie, la campagne agricole promet, foi des premiers responsables en charge de l'agriculture de la région. Voilà, des pluies qui sont plutôt synonymes d'angoisse à Zeko dans le Naouri. Depuis 2004, le village est coupé en deux depuis que le pont Azulma a été emporté par les eaux. Et chaque jour, ils sont nombreux à risquer leur vie pour traverser la rivière et rejoindre les services sociaux. Profitant du séjour du président du Faso dans la province à l'occasion de la sortie de promotion à l'académie militaire, ils lui ont posé le problème et une solution est en passe d'être trouvée. Oscar Soulama, Maïmouna Traoré. Depuis 2004, le pont Azulma a cédé, emporté par les eaux. Les villages de Baré et Tungu sont séparés, Zeko coupé en deux. Depuis lors, les saisons pluvieuses se suivent et se ressemblent. Que de vies perdues par noyade et de marchandises emportées. Aujourd'hui, les populations pleurent encore les 6 morts déjà enregistrés cette année. Il y a des cultures maraîchères. Au-delà donc des écoles où les élèves vont à choses à Zou fréquenter ou à Guélongo fréquenter, il y a donc les cultures maraîchères. L'écoulement est difficile. En saison de pluie, les enfants ne peuvent plus fréquenter, aller des choses de l'autre côté. Ici, il n'y a que des écoles primaires. Quand nous avons des conseils municipaux, nos conseillers sont au nombre de 10, ils ne peuvent pas venir. Pour les populations des 5 villages qui composent Tungu, c'est le seul passage pour accéder à Zeko et à Guélongo. Elles sont donc obligées de braver le courant d'eau, souvent fort. Lors de son récent séjour à Pau, à l'occasion de la sortie des élèves de l'académie militaire Georges Namoiano, le président du Faso reçoit une délégation de Zeko. Le problème est posé. Il accède à la requête et donne des instructions. Et nous sommes venus avec nos responsables techniques, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, et une mission technique viendra donc après notre départ pour évaluer la situation, faire le travail technique qui doit être fait. Nous envisageons d'ailleurs d'adjoindre à cette mission technique un bureau d'études spécialisé sur ces questions de pont. Et l'instruction que nous avons reçue, c'est que l'évaluation doit être faite rapidement et les travaux également doivent être envisagés le plus rapidement possible. Les promesses non tenues avaient fini par plonger les populations dans le désespoir. Mais cette fois-ci, elles ont foi aux promesses du gouvernement. Opération retrait des enfants de la rue, je vous le disais en titre, le processus est entré dans sa phase opérationnelle, un immense défi au regard de l'ampleur du phénomène dans les villes du Burkina. Et on s'arrête ce soir sur le cas de Bobo Dioulasso. Comme on va le voir, certains parents se débarrassent tout simplement de leurs enfants en les confiant à des maîtres coraniques sans ressources. Conséquence, c'est la rue et la mendicité, une option de survie et un cercle vicieux qui mène malheureusement à tous les vices. C'est le grand format de ce journal que nous propose Martin Zerbo et Saturnin Paris. Chaque matin, ils font une descente dans la ville. En groupe ou seul, chacun espère rencontrer de bonnes volontés. Ils sont là dans les marchés, dans les restaurants de rue, les kiosques, partout dans les artères de la ville, à la recherche de leur pitance. Les mendiants, Garibou selon certains, sont en nombre important dans les grandes villes du Burkina Faso. De façon générale, il y a dans ce groupe de mendiants-là les enfants talibés, il y a même les enfants en situation de rue qui mendient, et il y a les enfants, les jumeaux, voilà, que les parents, les mamans trimballent en ville. Le phénomène de la mendicité n'épargne aucune catégorie d'enfants. Même les plus petits sont laissés à eux-mêmes.
Ils doivent s'adapter s'ils veulent vivre. C'est mon papa qui m'a confié à un maître coranique et il nous dit de sortir maintenant. Ce sont des enfants de quelqu'un aussi. Il peut être quelqu'un demain. Mais si je les vois comme ça, je suis découragée. Pour nombreuses sources, à l'origine, la mendicité avait une signification particulière. Être mendiant permettait d'intégrer certaines vertus. C'est une leçon aussi donnée à les enfants. Quand tu n'as rien, il faut dire à ton camarade, donne-moi. On laissait les enfants sortir pour donc sillonner les cours et les uns et les autres vraiment les venaient en aide. C'était surtout pour enseigner l'humilité à ces enfants. La culture a continué pour qu'on puisse donner une instruction bonne à un enfant, une éducation adéquate qui peut affronter la vie. De nos jours, la donne semble être changée. Diverses raisons obligent des milliers d'enfants à se munir des boîtes de tomates pour aller à la quête de leur subsistance. De plus en plus, le phénomène s'est aggravé où certains maîtres coraniques en font maintenant un gagne-pain. Et certains même vont à imposer un certain nombre de montants que les enfants doivent envoyer chaque soir. Apercevoir un enfant, des fois très jeune dans la rue, ça ne passe pas inaperçu. Et à chaque fois, dans ma tête, je me demande bien pourquoi est-ce que des parents peuvent laisser de tout petits enfants comme ça sortir. Même si plusieurs conceptions existent autour de la mendicité, il n'en demeure pas moins qu'elle est condamnée à plus d'un titre. Dans aucun texte de l'islam, vous ne verrez nulle part où on encourage effectivement les uns et les autres à la mendicité, surtout la mendicité professionnelle. En faire une profession, l'islam rejette ça. C'est un phénomène social. Ce n'est pas lié à la religion. C'était une éducation. Mais actuellement, là, les choses ont changé. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de pratiquer. Pour limiter les conséquences du phénomène, des foyers coraniques sont créés pour offrir à des enfants la possibilité d'une éducation. Ces derniers sont appelés talibés. On vient nous donner les enfants à 7 ans. Il y a des orphelins dedans. Ils peuvent les mettre à l'école. Parce que quand tu les amènes à l'école, pour acheter même des cahiers donnés à ces enfants-là, ils n'ont pas ces moyens-là. Nous, on est obligés de les prendre. Sur le terrain, des actions sont entreprises pour endiguer le phénomène. Lors des sorties en rue, les éducateurs sensibilisent les enfants. Mais non seulement ça, il y a les sensibilisations des parents aussi dans les quartiers. Il y a des enfants qui ont bénéficié de formations professionnelles, qui ont été placés chez les maîtres artisans. Il y a ceux qui ont besoin d'assistance éducative qui ont été placés en institutions spécialisées. En plus de ces actions déjà menées, certains ont leurs idées. Vraiment, nous sommes convaincus de trouver un autre modèle pour que ces enfants-là font leurs études, en même temps continuer à apprendre des métiers, mais trouver un mécanisme quand même qui peut préserver les enfants-là. Également, les parents de ces enfants-là, nous leur lançons un appel vraiment à réfléchir, à ne pas jeter les enfants comme ça. La présence des écoles coraniques dans la ville de Bobo-Dioulasso ne met pas fin à la mendicité. Cela permet aux enfants d'avoir un répondant en cas de problème. Qu'ils soient appelés talibés ou garibous, tous sont voués aux mêmes caprices de la vie. Voilà pour ce grand format et comme je vous le disais en titre, Madame Marie-Laurence Ilboudo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille est notre invitée. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Alors on a vu dans ce reportage des parents qui abandonnent des enfants et des maîtres coraniques très rapidement qui se retrouvent donc débordés et sans ressources. C'est une photographie de la situation à Bobo-Dioulasso, mais certainement c'est la même situation dans la plupart des grandes villes du Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas là l'un des nœuds du problème? Merci de nous convier sur votre plateau. Il est bon de pouvoir mieux approcher le problème pour le comprendre. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'enfants avec des boîtes et tout le monde pense que c'est des talibés. Et je vous assure que ce n'est pas tous des talibés. Et il y a des anciens talibés qui ont été abandonnés par leur famille, que vous voyez ici, qui ont continué à le faire pour survivre. Il y a des talibés aussi qui le font, mais la majeure partie des enfants ne sont pas que des talibés. Nous l'avons vu sur le terrain, d'où la nécessité d'avoir une approche plus global, il ne faut pas focaliser sur les talibés. Et c'est ce que nous avons fait au ministère et nous pensons que nous avons eu un bon résultat à travers cette stratégie de ne rien laisser au hasard.
Madame le ministre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté également à ce niveau. On a vu des maîtres coraniques qui le disent, des parents qui viennent abandonner les enfants. On sait que vous avez eu des concertations avec également les maîtres coraniques. À ce niveau, est-ce qu'il y a des résolutions qui ont été prises ou en tout cas, est-ce qu'il y a des accords qui ont été trouvés pour que les choses se passent mieux? Oui, c'est vrai que quand nous avons approché ce problème, quand nous avons abordé ce problème plutôt, nous avons essayé de rentrer en contact avec tous les acteurs, sans exception. Nous avons travaillé avec les associations qui œuvrent dans l'humanitaire dans ce domaine de l'enfance. Nous avons travaillé avec les communautés religieuses catholiques, protestantes et musulmanes. Nous avons travaillé avec la chefferie traditionnelle pour que chacun à son niveau puisse nous donner leur expérience et puisse aussi donner des recommandations afin que cette opération se passe bien. C'est là que nous avons eu, à travers la FAIB, une approche avec l'association des maîtres coraniques. Et eux, ils ont été très ouverts parce qu'eux-mêmes, ils souffrent de ce problème. Ils veulent donner un apprentissage religieux aux enfants, mais ils veulent pas aussi avoir les enfants à leur charge. Donc, c'est difficile. Et dans ce contexte, nous avons essayé de commencer à répertorier les foyers coraniques. Et nous sommes à peu près à plus d'une 250 foyers coraniques qui ont fait des conventions avec nous. Et la convention, c'est que nous, on puisse leur apporter des moyens de survie pour leurs apprenants et eux-mêmes. Et en retour, ils nous donnent la latitude quand même d'aller surveiller ces enfants et de pouvoir les placer avec les maîtres de métier et surtout aussi ceux qui veulent partir à l'école, parce qu'il y a des petits, 10 ans, 7 ans, ils peuvent repartir à l'école, avoir une instruction aussi conventionnelle. Okay. Donc, ils sont d'accord pour ça. Donc, c'est déjà bien. C'est pour dire que le nœud du problème n'est pas seulement chez les maîtres coraniques. C'est un ensemble de choses. C'est un phénomène social, comme nous l'avons dit. Donc, il faut que tout le monde puisse participer à éradiquer ce phénomène dans notre pays. Mais là, est-ce que vous n'oubliez pas quand même un pan, notamment les parents de ces enfants? Parce qu'on l'a vu, il y a des enfants qui sont tout petits et le meilleur cadre d'épanouissement demeure la famille. Est-ce qu'il y a une approche également pour toucher les familles de ces enfants? Absolument. Vous savez que pour le retrait, pour cette opération, c'est un programme, le programme Famille et Enfance. Et dans ce programme, nous avons le projet d'insertion socio-professionnelle des enfants et adolescents en situation de rue. Et dans ce cas, il y a plusieurs composantes. Et dans la composante retrait, il est important que les gens puissent savoir que ce que nous faisons, il y a la remise dans les familles de ces enfants. Nous allons approcher les familles, rentrer en discussion avec eux pour voir dans quelle possibilité l'enfant peut rester dans sa famille, parce que nous savons que la famille reste le socle fort de l'enfant pour son développement. Et essayer aussi d'accompagner cette famille, si c'est la précarité ou les problèmes qu'il y a, les accompagner pour que ces enfants puissent rester. Les enfants qui ne peuvent pas repartir dans leur foyer familiaux, nous avons besoin qu'ils puissent rester chez nous, dans nos centres de formation, ou être mis en apprentissage et continuer le suivi avec nos agents d'éducateurs spécialisés dans le domaine. Donc, c'est tout un package. Ce n'est pas quelque chose de un jour ou deux. C'est tout le quinquennat du président du FASO qui a voulu que ce phénomène social est un phénomène majeur et qu'il a pris un engagement politique et un engagement fort de son quinquennat à vouloir diminuer vraiment ces enfants dans la rue. Alors, l'opération de retrait a commencé. On vous a vu dans les rues tard dans la nuit, il y a 2 jours de cela. À ce stade, quel est le bilan qu'on peut en faire? Aujourd'hui, nous avons 4 sites d'accueil, dont 3 qui est destiné aux femmes et aux jeunes filles. Et sur le site de Sissin et le site de Tanguin, je vous assure que nous sommes à une capacité de 40 places. Nous sommes tous full. Nous avons 38 à 35 personnes. Sur le site du foyer des violences basées sur le genre, où nous allons accueillir des femmes, des jeunes filles en situation de rue, là, nous sommes à peu près à 5. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 273 enfants que nous avons reçus chez nous en 2 jours. C'est beaucoup. Ça veut dire que le phénomène est important. Et quand ils viennent chez nous, je profite de dire, ils sont accueillis, on leur donne la nourriture, ils mangent, on leur fait le bain et ils ont un éducateur spécialisé qui leur parle. Le lendemain ou 2 heures après, il y a le psychologue qui leur parle et après, ils sont affectés à des groupes dirigés par des éducateurs spécialisés et puis on les garde en attendant de voir
ou pour rapprocher les familles, pour ceux qui vont insérer leurs familles. Et justement, après le retrait, est-ce qu'on ne peut pas dire que le plus dur commence? Absolument, absolument. Le plus dur, ce n'est pas le retrait, c'est de maintenir déjà les enfants dans ces foyers-là, de maintenir ces enfants dans ces centres d'accueil d'urgence. Et il est important de dire que les enfants que nous amenons, ils sortent aussi. Ils ne sont pas emprisonnés, donc on les laisse un temps, mais après un temps, on va les obliger comme un parent à respecter les normes. Donc quand on les amène, quand ils acceptent de venir, c'est accepter les normes et les règlements du centre. Donc après ça, nous allons les affecter dans nos centres de formation, avec les centres de formation du ministère de la Jeunesse et aussi avec les maîtres des métiers que nous allons négocier avec la Chambre du commerce, avec la Chambre des métiers, pour pouvoir les insérer au mieux que nous pouvons. Merci d'être passée sur notre plateau, Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie. On rappelle, Madame la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la famille était donc sur notre plateau pour évoquer cette grande opération de retrait des enfants de la rue. Merci encore. Et puis, ce 12 août, pour la suite du journal, il n'y a pas que les jeunes qui sont à l'honneur. Les éléphants aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais dans la sous-région, le Burkina Faso abrite l'une des plus grandes populations de ce plus gros mammifère terrestre, près de 5000 pachydermes que l'on retrouve surtout dans les réserves de faune de l'Est. Mais pour combien de temps encore? La question mérite d'être posée en cette journée. La principale menace demeure le braconnage. Désiré Ilboudo. La région de l'Est est l'une des régions les plus attractives dans le domaine du tourisme de vision au Burkina Faso. Et cela grâce à sa grande réserve faunique. Dans cette réserve, les éléphants font partie des espèces fauniques les plus recherchées par les touristes. Mais aujourd'hui, ces pachydermes sont menacés de disparition et le braconnage reste la raison principale. C'est vraiment dommage. J'étais en brousse, j'ai trouvé une carcasse d'éléphant qui venait d'être braconnée. Ça donne envie de pleurer, même si on est chasseur. Même si on est chasseur. Il y a des pays où les animaux sont en surpopulation. Ce n'est pas le cas ici. Donc je pense que c'est l'intérêt des Burkinabés de bien gérer. Et dans la zone d'ici, tu marches seulement vous croisez avec les braconnés. Si c'est eux, ils vous avez première, et ils vont tirer sur vous. Si vous voyez, vous n'avez pas le droit de tirer sur eux, mais vous avez le droit pour les arrêter seulement. Tu enfreins une loi, on essaie de te raisonner et tu commences à canarder comme si on était des pintades. Or pourtant nous aussi nous sommes détenteurs d'armes. On fait comme on riposte, on se laisse tuer, c'est ça le problème. Conscient de ce phénomène, l'État burkinabé, en vue de renforcer les mesures de protection des réserves fauniques, a autorisé la création d'un nouveau corps appelé Brigade Éco-Garde, opérationnel depuis 2017. Dans ce contexte d'inquiétude grandissante et conscient des enjeux, mais aussi soucieux d'aider l'administration des eaux et forêts dans leur mission difficile qu'est la préservation des ressources naturelles, que le projet de formation de 25 éco-gardes a été lancé afin d'éviter que les filières de trafiquants d'ivoire ou de viande de brousse, voire même d'autres ailleurs, ne s'installent durablement et que la lutte ne devienne beaucoup trop difficile. Des mesures jugées insuffisantes par certains concessionnaires au regard de l'ampleur du phénomène. Je pense qu'il faut être sans pitié pour les gens qui bloquent les éléphants. Si l'État a rédigé un truc noir sur blanc que les braconniers tueurs d'éléphants doivent être condamnés à 5 ans de prison, je ne vois pas pourquoi on les juge si on les prend sur les faits. Il nous faut réellement une surveillance dure, musclée, pour parvenir à protéger efficacement la faune. En entendant des actions plus fortes de la part de l'État pour mieux lutter contre le braconnage qui assombrit l'horizon de ces grands mammifères dans la région de l'Est, les autres acteurs de la protection de la faune demandent aux populations riveraines plus de collaboration. Des éléphants et bien d'autres espèces emblématiques, c'est une belle carte postale pour le Burkina qui devrait attirer les touristes, mais le climat est plutôt morose dans le secteur à cause de l'insécurité et d'une communication bien souvent négative. Au ministère de la Culture, on veut inverser la tendance et cela commence par la formation des professionnels du tourisme. Daouda Ouattara, Maïmouna Traoré. Ces participants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger reçoivent ici leurs attestations de fin de formation. Ils ont acquis durant
ces 5 jours les aptitudes nécessaires à la prévention et à la gestion des crises à travers la communication. Nous avons vu la communication durant les crises que nos pays ont vécues et nous avons beaucoup appris auprès d'experts qui ont été assez brillants. Nous avons été vraiment armés sur trois questions clés, l'avant-crise, pendant la crise et l'après-crise. Je pense que ces rudiments ont été bénéfiques pour nous. Selon les formateurs, la communication des crises se déroule en 3 étapes, mais la plus importante est celle relative à la prévention. Il y a des crises de différents types partout. Mais si les professionnels de la communication sont coordonnés, s'il y a une préparation avant la crise, la gestion de la crise va améliorer. Pour les autorités en charge du tourisme, cette formation était une nécessité. Frangiali, ancien secrétaire général de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, disait « Là où le tourisme avance, la pauvreté recule. » Nos 3 pays, Burkina, le Mali et le Niger, et la Côte d'Ivoire et le Niger, détiennent des sites et attraits touristiques d'une incroyable beauté et dont l'exploitation judicieuse peut contribuer durablement à sortir de nombreuses populations de l'ornière de la pauvreté. Débutée le 6 août dernier, cette session de formation est le fruit de la coopération entre le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale et les pays membres de l'UEMOA. Et pour amener la sécurité, le Burkina Faso peut compter sur eux. 1100 jeunes soldats sous les couleurs nationales. Ils viennent de boucler avec succès la formation militaire initiale de 6 mois. Hassan Gourabou, Mireille Carole Tougman. C'est le cérémonial de présentation au drapeau des engagés du contingent 2017. Pendant 7 mois, 1100 jeunes, dont 61 femmes, ont reçu les aptitudes nécessaires pour une formation militaire initiale adaptée au contexte sécuritaire actuel. C'est la toute première fois que nous organisons cette formation sur les 3 centres régionaux d'instruction avec un certain dispositif qui a été rénové. Il y a un certain nombre de techniques qui ont été introduites dans le cursus de formation de façon à pouvoir répondre aux différentes menaces auxquelles nous faisons face. Des soldats qui se disent aptes à servir partout où besoin se fera, au sein des différentes armées et services des forces armées nationales. Cette sortie représente une grande joie pour nous, parce que nous avons vraiment été formés pour défendre la patrie et nous sommes vraiment fiers de cette formation. Tout d'abord, je remercie à l'encadrement qui a eu à nous instruire pendant tout ce temps. Donc, nous sommes là aujourd'hui, on est fiers d'être des militaires pour servir notre nation durant toute notre carrière militaire. Les aînés ont prodigué des conseils à ces nouvelles recrues en les invitant au respect des lois et règlements qui régissent ce corps de métier et à œuvrer à la préservation de l'intégrité du territoire burkinabé. 3 syndicats de la santé qui ne font plus qu'un. Les syndicats des médecins, des sages-femmes et des infirmiers annoncent leur fusion au sein de la Fédération des syndicats du secteur de la santé humaine. Objectif, mieux défendre les intérêts de leurs membres et aussitôt créée, la fédération annonce déjà les couleurs. Rasmane Zundi et Léonore Yerbanga. Pour l'amélioration de l'offre publique de la santé, 3 syndicats du domaine se mettent ensemble pour relever le défi. Le syndicat des médecins du Burkina, celui des sages-femmes, maïticiens et accoucheuses auxiliaires et le syndicat autonome des infirmiers et infirmières du Burkina cristallisent leurs énergies autour d'une fédération des syndicats du secteur de la santé humaine. Nous sommes des syndicats de base et nous ne pouvons que discuter que sur des questions spécifiques uniquement liées à la santé. Nous ne pouvons pas avoir droit aux plateformes de discussion qui transcendent le secteur de la santé. Et dans notre droit positif, le gouvernement, pour des questions d'intérêt national, pour des questions de rémunération, pour des questions globales, ne discute qu'avec les centrales. Affiliée à l'International des services publics, la Fédération des syndicats du secteur
de la santé humaine entend travailler à améliorer les conditions de travail de ses membres. Mais elle veut s'attaquer d'abord aux problèmes d'équipement des centres de santé. Nous allons proposer un mémorandum au gouvernement. Et si le gouvernement n'agit pas, nous allons prendre des actions énergiques par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes dans nos centres de santé. Il faut apporter des solutions urgentes et rapides. La Fédération des syndicats du secteur de la santé humaine est, selon son porte-parole, indépendante, progressiste et anti-impérialiste. Elle fonctionnera sur la base d'un principe de subsidiarité. L'ONG Compassion Internationale Burkina, qui vole au secours des populations vulnérables du Nord, elle vient de lancer une opération de distribution de vivres. La cible, ce sont les ménages affectés par la crise alimentaire. Francis Tien et Irénée Kaboré. Comme ces familles, ce sont plus de 3000 foyers qui vont bénéficier de cette opération de distribution de vivres de Compassion Internationale Burkina Faso dans la région du Nord. À travers ce geste, l'organisation entend aider les ménages vulnérables à traverser la période de soudure. Nous savons que dans ce contexte de soudure, de crise alimentaire, les personnes vulnérables sont celles qui sont dans une situation plus difficile. L'objectif de ce don, c'est de venir en aide à ces personnes vulnérables pour amoindrir le choc qu'elles subissent pendant cette période. D'un coût global de plus de 37 millions de francs CFA, l'initiative se veut un moyen de promotion de la sécurité alimentaire dans la région du Nord. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les populations bénéficiaires des zones affectées par la crise alimentaire. Je suis contente aujourd'hui d'avoir reçu des céréales 50 kilos pour moi et ma famille. Je suis très content vraiment d'avoir à l'air ainsi de nous aider puisque c'était un moment difficile. C'est le mois d'août. Bon, c'est difficile de fois. L'opération va se poursuivre dans d'autres localités du pays dans les jours à venir. Compassion Internationale Burkina Faso intervient depuis janvier 2015 dans les communes de Yako, Goursi et Ouéguia en faveur des enfants. Voilà une page triste à présent dans ce journal. C'est l'une des plus grandes voix de Radio Bobo qui vient de s'éteindre. Adama Keïta, plus connu sous le surnom Sountere, est décédé hier dans la nuit à Bobo-Dioulasso à l'âge de 66 ans. Il était une véritable star des ondes depuis près de 40 ans, avec notamment son émission Baro Déni. Son portrait avec Karim Sissé. On le savait malade depuis un moment. Finalement, la maladie a eu raison de lui. Adama Keïta alias Sountere s'en est allé dans la nuit du 11 au 12 août 2018 à Bobo-Dioulasso. L'animateur vedette de l'émission Baro Déni sur Radio Bobo a dit adieu à ses auditeurs. L'homme que le monde des médias et la ville de Bobo-Dioulasso pleurent est né vers 1952 à Grabassam en Côte d'Ivoire. Passionné du micro, il a fait ses premiers pas dans le monde médiatique en tant qu'épigiste en 1973. 2 ans plus tard, il a intégré à la fonction publique. Malgré son admission à la retraite en 2007, le ministre de l'Ambiance et du Plaisir, comme lui-même aimait à se faire appeler, continuait d'animer son émission Baro Déni jusqu'en 2018 lorsque la maladie l'a cloué au lit. Le Baba part laissant derrière lui veuves et enfants inconsolables. Le ministre de la Communication, dans un message, salue une grande voix de Radio Bobo, précurseur des émissions interactives et qui a marqué notre paysage audiovisuel. L'inhumation de Sountere est prévue demain lundi dans l'après-midi au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Toutes nos condoléances à sa famille. Et puis, hors de chez nous, ce dimanche, c'est jour de vote au Mali. 8 millions d'électeurs aux urnes pour départager les 2 candidats au second tour de la présidentielle. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est face à Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote ont refermé leurs portes. Place à présent au dépouillement. Une journée électorale marquée par une faible mobilisation et plusieurs incidents dans le centre et le nord du pays, malgré le déploiement massif de militaires. Le président d'un bureau de vote a été enlevé et tué dans le sud-ouest de Tombouctou. Les résultats ne sont pas attendus avant 4 à 5 jours.
Pas de page sport dans ce journal, ce n'est qu'une partie remise. Toutes nos excuses. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Tout de suite à 21h15, comme je vous le disais, une émission spéciale sur la journée de la jeunesse avec Marguerite Douagneau et à 22h30, la dernière édition avec Ruth Bini Ouattara. Bonne suite de programme et surtout bonne reprise de travail demain.